Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 3e numéro de votre émission politico-économique et sociale fait croiser. Ce soir, nous aborderons la démocratie, sinon le bilan de la démocratie sous le régime du président Patrice Talon. 29 ans déjà que le Bénin vit sa démocratie avec ses faiblesses et ses forces. Après 17 ans de pratique d'un régime militaire marxiste sous le général Kérékou, en décembre 1990, au terme d'une historique conférence nationale, le pays adopte une constitution instaurant le régime présidentiel et le multipartisme intégral. La séparation des pouvoirs comme pensée par Montesquieu devient alors une réalité au Bénin. L'exécutif, le législatif et le judiciaire comme pensé par Montesquieu, je le disais, afin que le pouvoir arrête le pouvoir. Depuis le temps, des élections régulières ont été organisées au Bénin avec succès, qu'elles soient des élections présidentielles, législatives, municipales, communales ou locales. Les premières législatives ont eu lieu le 17 février 1991 avec 14 listes regroupant 22 partis politiques. Une alliance de 4 partis soutenant le président Nicéphore Dieudonné Soglo, le Premier ministre alors, Nicéphore Soglo, remporte ses premières élections. Quelques mois plus tard, sinon quelques semaines, en mars 1991, Nicéphore Soglo, alors président, remporte les élections, devenant le premier chef d'État du renouveau démocratique du Bénin. En avril 2016, Patrice Talon devient le 4e président du Bénin démocratique à la faveur de la 6e élection présidentielle du pays. C'est sous lui que s'organisera les 8e élections législatives du pays sous fond de tensions politiques inédites dues à des réformes politiques jugées attentatoires aux acquis démocratiques par l'opposition. Eh bien, chers amis téléspectateurs, après cette piqûre de l'histoire, vous comprenez, ce numéro de Fait Croisé abordera la démocratie à l'ère de la rupture. Quel bilan? Et pour en parler à notre habitude sur ce plateau, 2 jeunes acteurs politiques seront sur ce plateau. Ils sont de la mouvance et de l'opposition. Eh bien, pour faire ce débat, j'ai sur ce plateau, à ma gauche, Cyril Torpenon. Il est membre de l'Union sociale et libérale, un parti de l'opposition. Cyril, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et puis en face de vous, pour mener ce débat, il y a Wilfried Padonon, à ma droite. Il est membre du Bloc républicain, un parti soutenant les actions du chef de l'État. Wilfried, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, mon frère. Alors, chers amis, au premier round, allons d'abord sur le chemin de la clarification conceptuelle. La démocratie, comme on nous l'a souvent enseigné, est un régime où les citoyens détiennent le pouvoir, car que cela ne s'observe que dans son interprétation libérale, puisque la réalité est bien souvent tout autre. Le 16e président des États-Unis, lors d'un discours de Gettysburg, dit de Gettysburg, nous rappelait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Même pour vous, dites-nous, c'est quoi la démocratie, Cyril Torpenon? Merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'il vaut mieux rester à cette étape et dire que la démocratie est le pouvoir du peuple, géré par le peuple pour le peuple. C'est mieux ainsi. C'est la plus simple interprétation de la démocratie. Merci Cyril Torpenon. Wilfried, est-ce que vous accédez à cette définition de la démocratie? Concevez-vous la démocratie comme telle? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous et avec mon vis-à-vis que la démocratie, la démocratie, nous enseigne-t-on, est l'expression de la volonté du peuple dans sa majorité. C'est aussi la gouvernance du peuple, pas le peuple, qui choisit librement ceux qui doivent présider à sa conduite. Donc je crois que nous nous rejoignons et c'est tout à fait ce que vous avez dit auparavant. Puisque nous nous entendons sur le minimum, je vais donc entrer un peu plus dans le vif du sujet. Mais déjà, au regard de vos perceptions de la démocratie, dites-nous, le Bénin a-t-il, selon vous, été un État démocratique comme reconnu de tous? En d'autres termes, quel bilan faites-vous de la démocratie avant avril 2016? Wilfried Padonon. Déjà, je vais dire que la démocratie sous nos cieux, telle qu'elle est conçue, par les grands, je dirais les grands penseurs, avec des standards universellement admis et mis en œuvre dans le monde, n'arrange pas toujours les peuples africains.
nous avions toujours tendance à ne pas cerner la démocratie dans tout son ensemble et dans tout son contexte. Là, vous êtes plutôt dans les griefs portés contre la démocratie. Mais avant, on va faire un état des lieux de la démocratie avant la session de Patrice Talon au pouvoir. Parce que le président de l'Assemblée nationale, il y a quelques mois, lors d'une cérémonie de présentation de vœux, a fait l'exercice. Pour lui, nous étions dans un état et parallèlement dans une démocratie fragilisée, banalisée, saccagée et descendue de son piédestal. Il ne faut pas de nom. Partagez-vous ce bilan de la démocratie sous Boni Yayi, les 10 ans de règne de Boni Yayi avant Patrice Talon? J'en venais. C'est ce que je voulais démontrer quand j'ai commencé déjà de manière générale à définir, à montrer ce que la démocratie est pour certains en Afrique. C'est pourquoi je dis tendance. Nous avions tendance souvent en Afrique à prendre la démocratie comme un pain béni, comme un concept acquis où il ne peut pas avoir de réaménagement, où il ne peut pas avoir qu'on appelle de perfection. On pense que c'est comme ça et ça s'applique, point. Non. La démocratie, elle a ses réalités. Et lorsque vous prenez le Bénin, de 90 à ce jour, le Bénin a connu, je dirais, plusieurs phases. Lorsque l'on prend par exemple de 90, après la conférence nationale, à 96, le premier mandat du président Nicéphore Soglo, après la transition, vous auriez dû constater que c'est en ces 5 ans-là que le Bénin a véritablement expérimenté la démocratie. Ça n'a pas été facile parce que nous revenons de loin. Nous étions dans le système, comment on appelle, léninisme, marxisme-léninisme, et avec, comment on appelle, la pensée unique. Et les histoires de partis politiques, il n'y en avait pas. C'était le parti unique dans le temps. Mais ça a fait quand même son effet. Ça a fait quand même, le Bénin a vécu ça. Les gens ont été quand même heureux en ce temps. C'est vrai que... C'est relatif, tout le monde ne sera pas... Tout le monde ne serait pas d'avis. Non. Les militants du... Je suis d'accord. Aujourd'hui, je suis d'accord. Laissez-moi venir. En fait, c'est ce que je dis. Pour certains, lorsqu'on parle de dictature, lorsqu'un système, par exemple, n'arrange pas un peuple, on estime que c'est de la dictature. Mais cette dictature a permis à certains pays quand même d'aller au développement. Parlons du Bénin. Je ne veux pas... Voilà, lorsqu'on parle du Bénin, avant 96... C'est vrai, vous voulez que je fasse... Avant 2016, quel est l'état de la démocratie? C'est ce que je dis. Je dis, avec Soglo, nous avions expérimenté la chose en 5 ans. Le président Soglo est parti parce qu'on venait fraîchement de la conférence nationale. Il y avait beaucoup d'attentes et il y avait une expérimentation qu'il fallait faire de la démocratie, ce qui a été fait. Et 5 ans après, nous nous sommes rendus compte que la démocratie n'était pas que la solution. Parce que au-delà des attentes, il y avait certaines choses qui n'ont pas été réglées. Parce qu'on a dû faire certains sacrifices, on a dû faire certaines concessions pour permettre à certains de continuer par vivre, de continuer par ne pas être inquiétés par la justice. Et tout ça parce que c'était la démocratie. Si vous voulez, je vais aller plus dans le développement. Lorsque je prends par exemple, juste après la conférence nationale, il y a certaines personnes qui ne devraient plus se retrouver en liberté. Mais parce qu'on voulait de la démocratie, on a décidé de faire, comment appelle-t-on, de faire... D'amnistier. Voilà, de les amnistier, de leur donner par exemple le droit d'exister dans la population malgré tous les crimes qu'ils ont commis. Et ces gens n'ont pas été inquiétés. Déjà là, il y avait des bémols, il y avait des problèmes. Parce qu'on ne peut pas faire de 2 poids, 2 mesures. Lorsqu'on veut faire de la justice, on fait de la justice. Si la démocratie est vraiment le pouvoir pour le peuple et rien que pour le peuple, c'est-à-dire on doit laisser le peuple choisir comment on appelle, sa forme de gestion. Mais c'est les sanctions qui s'imposent à ces gens qui ont enfoncé le peuple dans ce gouffre-là. Mais non, loin de là, on a permis à ces gens de, comment on appelle, je vais dire, même on leur a permis de narguer le peuple. Et on a essayé de faire croire au peuple que non, nous devions laisser tomber, on doit pardonner et allons à la démocratie. Puisque c'est de la démocratie, il s'agit, faisons la démocratie et avançons. Et aujourd'hui, voilà les conséquences qui sont devant nous. Puisque 5 ans après la gestion de Soglo, Kéhékou est revenu, mais plus comme le général de l'armée, le dictateur qu'on a connu, mais cette fois-ci, un bon démocrate. Et il a été même plus démocrate que certains, parce que, je vous rappelle, n'eût été la volonté de Kéhékou, la conférence nationale n'aura pas été une réussite. Et on ne serait pas en train de parler de démocratie. Donc l'homme a voulu vraiment qu'on l'expérimente pour que les Béninois puissent toucher du doigt
la réalité. Mais le fait est que, en essayant la démocratie du temps de Kékou jusqu'à Yahi Boni, il y a eu beaucoup de légèreté, il y a eu beaucoup de laisser-aller. Les gens continuaient pas à siphonner les caisses de l'État. Mais notre système démocratique qui avait voulu que l'on mette des lois en place elle-même, le système même du moins, a voulu que ces mêmes personnes-là soient épargnées en cas de détournement, par exemple, en cas de truc, on arrivait à trouver un contournement pour permettre à ces gens d'exister toujours. Et on prend les mêmes et on recommence. Et voilà où ça nous a conduit. À ce jour, le Bénin a été conduit de manière hasardeuse. Et lorsque l'autre dit que nous sommes venus d'un régime ou bien d'un pouvoir fragilisé et banalisé et autres, c'est tout à fait normal. Parce que les 10 ans de Yahi Boni ont permis d'expérimenter la chose et de comprendre que vraiment le Bénin est tombé bas. Puisque, en parlant de démocratie, les gens ont laissé faire. Et ça a vraiment retardé, ça a vraiment arriéré encore le Bénin. Et aujourd'hui, nous sommes, c'est vrai, en face d'un pouvoir qui est venu il y a 3 ans. Bon, et qui... Avant ce pouvoir, donc, oui. En 2 mots, le bilan de la démocratie avant 2016, c'est un bilan négatif. Bon, moi, je n'aime pas utiliser les thèmes négatifs et autres, mais je vais dire que notre démocratie a été vraiment éprouvée. Éprouvée dans le sens où on a connu tout, on a franchi tous les, comment on appelle, toutes les limites qu'il ne fallait pas franchir. Merci, tout le monde le sait. beaucoup. Je n'apprends rien à Cyril Sabounon, ce constat est-il aussi le vôtre? Je voudrais à l'entame de ce sujet remercier les vaillants citoyens béninois et le peuple béninois qui, en 1990, a voulu redonner vie au pays en allant à la conférence des forces vives de la nation. Et cette conférence ça nous a permis d'avoir cette démocratie que nous sommes en train de chouchouter aujourd'hui. Et le président Soglo était venu. Il était parti, ce n'était pas parce que la démocratie était mauvaise. Non. C'était peut-être la gouvernance et les attentes du peuple béninois en ce moment-là. Mais il a, du point de vue démocratique, il a passé la main quand son temps est arrivé. Quand le peuple a décidé que c'est fini pour lui, il n'a qu'à encore laisser l'ancien président, le général Mathieu Kérékou, revenir au pouvoir. Il est parti. Il est parti. Il a organisé les élections que la Constitution lui avait demandé d'organiser. Il a organisé. Il était parti. La démocratie, en ce moment, nous a fait évacuer la peur dans les rues, dans les sociétés. Les gens ne pouvaient plus avoir peur parce qu'il y a des militaires qui passent dans le quartier ou parce qu'ils ont parlé, parce que votre fils est allé parler quelque part aujourd'hui, on peut venir le chercher à tout moment. Les gens n'avaient plus cette peur. C'était parti. Il y avait la liberté d'expression. On a connu le multipartisme. Les gens se sont levés pour être chefs de parti. La presse. Les gens commençaient par créer des organes de presse. Beaucoup sont nés en tant que journalistes. C'est comme ça. C'est ça la démocratie au fait. Il ne faut pas voir que cette démocratie-là, ce que l'on en fait, non. Ce que ça nous donne, la chance que ça nous donne. Nous, aujourd'hui, on est sur ce plateau à cause de la démocratie. Et le président Soglo étant parti, le président général Mathieu Kérékou était revenu au pouvoir. Il a fait 10 ans. Il a organisé toutes les élections. Oui, nous en venons. Peut-être dans la gouvernance, il y a eu peut-être des méboles, non. Mais on a compris que finalement, la démocratie même, c'est de pouvoir donner la parole au peuple. Et le peuple béninois a commencé par cultiver cette patience-là vis-à-vis des autorités. Et en attendant que les élections viennent, ils se calment. Vous n'allez plus voir des militaires faire des coups d'État ou le peuple vouloir aller arracher le pouvoir par la rue et autres. Il n'y a plus ça. On attend la fin du mandat
de celui qui est là, si c'est des députés et autres. On attend la fin du mandat pour régler ses comptes dans les urnes. On avait la liberté de critiquer pendant que la personne est là au pouvoir. On avait la liberté de dire ce qu'on pense. Et du même moment, ceux qui voulaient soutenir ont la liberté de soutenir celui qui est là. Ça a continué. Yahi était venu, ça n'a pas changé. Yahi est venu, ça n'a pas changé. Donc, en 2007, Yahi a organisé les élections législatives. En 2008, il a organisé les élections communales. En 2011, il a encore organisé et les élections présidentielles et les élections législatives. En 2015, la même chose. Puis avant cela, il a encore organisé les élections communales. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre démocratie avant 2016. Avant 2016, nous pouvons être fiers de notre démocratie. Elle a fait un parcours qui est louable, que d'autres ont copié et que d'autres continuent de copier. Et je pense que, avant tout, il faut féliciter ces anciens dirigeants qui ont redonné goût à la vie, au peuple. Merci. Merci beaucoup, Cyril Torrenon. Contrairement à Wilfried Padonon, pour vous, la démocratie avant 2016 a été dynamique et a honoré les citoyens béninois qui ont su user, sinon utiliser cette démocratie. En avril 2016, donc après ce bilan de 90 à 2016, en avril 2016, le président Patrice Talon a cédé à la magistrature suprême. L'homme a sans tarder engagé plusieurs réformes sur pratiquement tous les plans, éducation, sécurité, sport, mais aussi et surtout en politique. Certaines d'entre elles lui valent l'inimitié de l'opposition, mais aussi d'une partie de la société civile et du monde syndical. Il pense, sinon, vous pensez, Cyril Torrenon, que nous assistons à la destruction de l'édifice démocratique sous le régime Patrice Talon. Pourquoi? Et je voudrais, avant de répondre, avoir franchement une profonde pensée à l'endroit de ce peuple béninois qui avait cru à ce système de nouveau départ, et à l'endroit de ces candidats qui, en temps, ont cru faire honneur au peuple béninois en soutenant le président Patrice Talon, venu au pouvoir au second tour, et qui se sont retrouvés en exil aujourd'hui et en prison, certains. Et à l'endroit de ces vaillants défenseurs, comme Laurent Métoyon et Korogoné et beaucoup d'autres qui se sont retrouvés en prison aujourd'hui parce qu'ils ont cru, ils continuaient de croire en la démocratie, en la liberté d'expression et d'opinion, et croyant qu'ils pouvaient s'organiser et dire ce qui n'allait pas, donner leur point de vue. Ils se sont retrouvés collés des choses au dos, et ils se sont retrouvés finalement en prison. Et franchement, je voudrais avoir une profonde pensée pour eux. Et pour continuer et dire, le président Talon était venu au pouvoir, effectivement, le 6 avril 2016. Et moi, je n'ai pas eu la chance de collaborer avec lui avant son arrivée. Mais ce peuple croyait en lui. Ce peuple s'est dit, voilà celui qui a fait plusieurs régimes, celui qui a eu le temps de financer des partis politiques. Sinon, je dirais de les manipuler. Non, nous n'allons pas aller à sa guise, non. Le président même avait dit ça. De financer, mais pas de manipuler. La manipulation, c'est autre chose. Continuons de les contrôler, au fait. Et il a fait cela. Et le peuple béninois s'est dit, voilà l'homme qu'il faut pour pouvoir continuer ce qu'il sait faire, ce qu'il a su faire. Et il est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir avec de beaux discours. Il est venu au pouvoir en rassurant la jeunesse, les femmes, les fonctionnaires et tout le monde. Mais très tôt, on a compris qu'il fallait qu'il règle ses propres problèmes d'abord.
Et les soucis qu'il avait eu avec l'État avant d'aller en exil, rapidement, il a géré ça. On a vu comment il a géré. Aussitôt, au nom des réformes, on a annoncé la liquidation de certaines entreprises étatiques. Le peuple s'est dit, bon, laissons-le faire. On va voir là où ça va aller. Vous allez voir en ce moment, il n'y avait pas encore une minorité à l'Assemblée où... Non, tout le monde suivait. Tout le monde était calme. Et qu'est-ce qui a déclenché alors tout ce que nous observons aujourd'hui? Franchement, qu'est-ce qui a déclenché ça? La ligne rouge. Lorsque vous avez le pouvoir et vous pensez que le pouvoir est absolu et que vous pouvez l'utiliser pour empêcher votre prochain de se nourrir, c'est-à-dire casser les dames au bord des voies, arracher les emplois aux jeunes gens, sans chercher à trouver autre palliatif pour qu'ils puissent se retrouver autrement. Ça va déclencher. Outre ces éléments que vous citez, quels sont les autres facteurs qui vous font dire que nous assistons réellement à la destruction de l'édifice démocratique? En 2, 3 phrases. Voilà. Et vous êtes là quand il a annoncé sa révision. La révision n'ayant pas abouti, c'est la démocratie qui a demandé ça. Il faut observer des règles. Mais automatiquement, on a vu que le président s'est fâché. La semaine qui a suivi, à la télé, il a vraiment affiché. Il était déçu. Et on dirait qu'il voudrait que ça soit ce qu'il voudrait. C'est normal. Mais la démocratie ayant une force, la minorité a pu bloquer la majorité en ce moment. Son ministre d'antan, le président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, a dit les gens ont voulu qu'ils gèrent avec la rage, qu'ils fassent la politique avec la rage, qu'ils le feront avec la rage. Ils ont voulu qu'ils la fassent avec la ruse et qu'ils la feront avec la ruse. C'est à partir de ces moments-là que les Béninois ont compris que ce monsieur est venu au fait pour installer son propre système à lui. Et c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Quelles sont les manifestations de ce système que vous dénoncez? Mais la première année, le monsieur a violé avec son gouvernement 12 fois la Constitution. L'ancien président de la Cour constitutionnelle l'a chaque fois mentionné. Aujourd'hui, sur certains papiers en tête de l'administration, vous allez toujours voir la couleur vert, jaune, rouge, de façon alignée, horizontale. La Cour constitutionnelle les a interpellés là-dessus, mais rien n'est fait. Ils continuent comme ça. Pour eux, c'était un système qu'ils ont installé. Il a fallu que le président Joseph Djogbenou vienne pour qu'on commence par observer que, bon, chaque fois le gouvernement respecte la Constitution. Sinon, nous avons vu tout le temps que chaque fois, sur 5, au moins 2 fois, il viole la Constitution. On a compris que ce monsieur est venu installer son propre système. Le président de la République. Oui, je voudrais dire, monsieur Patrice Talon, le président de la République, est venu installer son propre système. Et chemin faisant, certains députés qui se sont retrouvés coincés parce qu'ils avaient mal géré et parce qu'ils ont peur qu'on sorte les audits contre eux, se sont retrouvés dans son camp. Et commencent par accepter tout ce que le monsieur dit sans faire débat. À la télé, il a demandé au président de l'Assemblée, le président Adrien Ngouedi, de fermer les yeux quand il va envoyer, de fermer les yeux. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Ils ont fermé les yeux. La loi de l'embauche, le président, l'ancien président de la Cour constitutionnelle avait rejeté ça. Mais avec le nouveau, le président, il est fier aujourd'hui d'avoir
faire voter cette loi. Et on sait ce que ça donne aux jeunes, aux frères qui sont avec nous. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez vous lever et renvoyer qui que ce soit comme vous le voulez. Et ça, on dit que c'est la démocratie. Et ça, on dit que c'est la majorité qui a voté ça à l'Assemblée. Moi, je dis aujourd'hui, il n'y a pas une majorité à l'Assemblée. Cette majorité, elle est faite de peur, d'intimidation et de menaces. Parce que les gens se sont retrouvés. Quand il est venu au pouvoir avec combien de députés? C'est ça, il faut voir. Combien de députés l'ont rejoint? Et combien sont propres à mieux? Combien sont prêts aujourd'hui à dire nous laissons notre immunité parlementaire et nous nous donnons? Non. Aujourd'hui, le président décide de ce qui va se passer à l'Assemblée. C'est votre avis, c'est votre pensée. Cyril Toronou, Wilfried Padono, que répondez-vous à tous ces arguments de Cyril qui tente de peindre en noir la démocratie sous le président Patrice Talon? J'ai suivi avec plaisir mon vis-à-vis et je le comprends parce qu'il est dans son rôle. Vous savez, quand vous n'aviez... généralement, l'exercice est difficile. L'exercice est difficile de vous mettre à trouver des failles à quelqu'un qui n'en a pas. C'est souvent difficile. Et quand on est dans cette posture, on ne peut que inventer. J'ai entendu de belles choses. Mon ami a dit tellement de choses. Mais bon, je comprends. C'est l'émotion. Je les comprends. Et généralement, c'est mes amis d'en face, mes amis de l'opposition ont souvent tendance à balancer dedans. Ce n'est pas toujours bien. Et je connais bien Cyril. Et je vais revenir sur la notion de démocratie parce que lorsqu'on dit démocratie, il y a un certain nombre de prérequis qui font la démocratie ou qui font un état de droit. Au nom de c'est-à-dire, quand on prend ces prérequis, il y a par exemple, quand on dit le pouvoir au peuple, les institutions, le fonctionnement des institutions, il y a la liberté d'opinion, d'expression, la liberté d'opiner, la liberté de s'exprimer. Et je me dis, à ce jour, lorsqu'on dit que oui, les gens sont menacés, mon ami Cyril, je le connais, ardent défenseur de la mouvance. Et je sais que... De l'opposition, pardon. Et nous sommes sur certaines plateformes publiques, hein. Et on fait souvent des débats houleux et il dit de ces choses, lui-même il sait. Et personne ne l'inquiète parce qu'il n'a rien à se reprocher. Et je le défie de me dire que c'est faux. Il n'a rien à se reprocher, il fait ses débats, il s'exprime. Il a toujours dit ce qu'il pense. Et c'est pourquoi moi je l'apprécie parce que c'est le monsieur qui dit ce qu'il pense sans peur. Mais personne ne l'a jamais inquiété à ce que je sache. Il n'a jamais reçu de menaces. Il n'a jamais été... Non, vous n'aviez... Quand je le dis, c'est qu'on arrête de vouloir toujours faire peur aux Béninois. Nous n'avions pas... Nous sommes un peuple. Nous sommes le même jamais reçu de menaces. Non. Qui me dit... On fait des débats et ça va même à l'extrême. Mais pourtant... Qui l'a menacé du camp du pouvoir pour dire non, monsieur, ce que vous dites, on lui a demandé si on lui a donné une convocation. Cher ami, combien de jeunes comme moi peuvent faire ce genre de débat? Mais là, si les jeunes n'ont pas les moyens ou n'ont pas le bagage pour faire un débat, vous n'allez pas condamner les gens de ne pas leur donner l'occasion pour faire le débat. Écoutez, ce plateau, par exemple, est là et accepte de recevoir... On fait un débat aujourd'hui qu'on n'a pas géré. Vous allez voir que... Et M. Taouinou, j'ai la parole d'abord. Oui. Laissez-moi finir. Et quand je dis ça, c'est pour revenir et dire que notre pays n'a pas... Le Bénin ne crée rien. Le Bénin ne crée rien. Nous sommes en fait en train de nous essayer et d'expérimenter quelque chose que nos aînés ont laissé. Et quand il y a des choses à corriger, nous allons le corriger. La démocratie, c'est bien beau de parler de démocratie. Mais au-delà de la théorie, nous devions nous appesantir sur la pratique. En parlant aujourd'hui de la démocratie, lorsque les gens parlent de démocratie, moi, je me pose souvent une question. Et monsieur le journaliste, je vais vous demander une chose. Est-ce que vous saviez que en 90, lors de la conférence nationale, dont tout le monde se vante, la conférence nationale qui fait la fierté de tous les Béninois, moi, j'étais pas encore majeur, mais j'avais quand même l'âge de raison. Et je sais un peu ce qui s'est passé. Et l'histoire dit que, est-ce que vous saviez que cette conférence nationale
les décisions qui ont été prises ont surtout orienté de manière à donner une porte de sortie au général Mathieu Kérékou et à ses proches. C'était ça la réalité. Et tout ce qui a été loi, à savoir la Constitution, tout ce qui a été fait, ça a été fait pour permettre à ces dirigeants d'hier de trouver une porte de sortie et de ne pas être inquiétés. Et aujourd'hui, les ratés que nous avons dans notre Constitution, les ratés que nous avions dans les textes de loi que nous avions, sont comment on appelle, les conséquences de cette volonté de vouloir extraire ou extirper certains pour pouvoir leur tailler la part belle. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette réalité. Et quand je dis cela, je vais revenir vous dire ceci. Lorsqu'on prend la constitution de notre pays, que l'on prend comme, comment on appelle, notre fétiche, hein, que l'on prend comme notre fétiche, est-ce que vous savez que la constitution en elle-même a prévu le mécanisme de sa révision? Si la Constitution en elle-même a prévu le mécanisme de sa révision, c'est-à-dire qu'elle est perfectible. Ça veut dire qu'on peut aller changer, corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Donc que les gens ne voient pas, quand on parle de démocratie, ce n'est pas statique. Il faut évoluer dans le temps. Vous saviez, il y a de cela 10 ans, non je dirais même 15 ans, on était au téléphone fixe. Les téléphones avaient câble à la maison. On n'avait pas de téléphone portable. L'avènement de Sagem, Nokia, on a connu l'avènement des téléphones portables. La SIM était même à 30 000 ou à 20 et quelques mille dans le temps. Et les gens le prenaient. Hein. Aujourd'hui, la SIM, c'est à moins de 500. Et tout le monde aujourd'hui pratiquement a de téléphones portables. Et les téléphones fixes n'existent pratiquement plus. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de partir de l'analogie vers le numérique. Le monde a évolué. Et le monde, chaque fois, évolue. Et nous devions évoluer avec le monde. Si nous avions une constitution, par exemple, qui est restée 30 ans durant, et on a essayé, et on a vu les failles de cette constitution, est-ce que, parce que c'est la loi, comment l'appelle-t-on? Comment on l'appelle déjà? La constitution, on dit c'est la loi organique, c'est ça, non? C'est la loi fondamentale. Nous ne pourrions pas corriger ce qu'il y a lieu de corriger afin de donner une justice équitable à tous les Béninois. Cyril Tokrono a parlé de violation répétée de constitution. C'est là où j'en viens, c'est là où j'en viens, c'est là où j'en viens. Est-ce que c'est ce besoin d'évoluer? Oui, je vais répondre. Que ce régime viole la constitution. Je vais répondre à Cyril quand il me parle de violation de constitution, je ne sais pas ce qu'il met dans révision dans violation de constitution. Il a même cité l'éminent professeur Olo qui aurait dit plusieurs fois que le gouvernement a violé la Constitution. Moi, je ne veux pas faire ce débat. Je suis légaliste. Non, je suis légaliste et je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Vous saviez, dans ce même pays, le même président Olo, dans ce même pays, a dit, puisque dès cet instant, qu'un gros juriste, un grand constitutionnaliste que les gens aujourd'hui, adultes, trouvent que oui, c'est l'homme qui ne peut pas se tromper, a dit dans ce pays que 39 ans, plus un jour égale à 40 ans. Écoutez, monsieur le journaliste. Non, je ne veux pas. Non, c'est pour dire que. Parlons des décisions. Mais c'est pour. Je viens de vous donner un exemple. Et ça a soulevé, et ça va être tollé dans ce pays. Là, allons directement. Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui. Mais c'est d'accord. On a été contre. Non, écoutez-moi. Mais aujourd'hui, vous vous permettez de violer cette loi-là. C'est pour vous dire que si le président de la Cour constitutionnelle lui-même, qui s'est trompé comme ça de manière violente et flagrante. Mais il ne s'est pas trompé en donnant le pouvoir. Ne me dites pas qu'il peut nous donner le bon Dieu sans confession. Ne me dites pas qu'il doit nous donner le bon Dieu sans confession, que tout ce qu'il dit, on doit le prendre comme ça avec pincée. C'est vrai, c'est son analyse, c'est l'analyse de son équipe. Parce que vous ne pouviez pas me dire qu'à cette équipe de Olo dans le temps, à cette Cour constitutionnelle, il n'y avait pas des choses à reprocher. Il y a des décisions qui étaient à polémique. Cette même Cour avait pris des décisions sur lesquelles elle est revenue plus tard. Je vous rappelle le droit, oui, pour l'interdiction de droit de grève, par exemple. Vous savez que c'est pour cela, en bon démocrate, c'est pourquoi je vous dis, vous plaisez à violer les lois. Non, je ne parle pas de violation, je n'encourage pas la violation, mais je vous dis, l'analyse que nous faisons, puisque moi je ne suis pas constitutionnaliste, Monsieur Tokrono, vous n'êtes pas constitutionnaliste. Moi je voudrais qu'on parle. Nous sommes des citoyens, nous sommes des lois, nous avions le devoir d'approuver ou d'apprécier une décision. Une décision, on peut l'apprécier, ça dépend de notre opinion et ça dépend aussi de notre position. Tout est relatif à cela. Et moi, je dis,
nous ne pouvons pas dire d'ores et déjà que oui, parce qu'une décision peut-être ne nous arrange pas, alors les autres l'ont violée. Non, je suis désolé. Puisque la même Cour constitutionnelle qui est là aujourd'hui vous a donné raison à certaines décisions émanant de l'opposition. Pourquoi on ne dit pas en ce temps-là que oui, elle a été mauvaise? Donc moi je crois que c'est selon l'opposition que nous voulons juger les institutions et on ne devrait pas... Nous allons y aller de façon précise et méthodique. Concise. Oui. Méthodique. Cyril Torono a parlé de violation de la Constitution. Il y a, par exemple, donnez-moi des exemples. Qui me donne des exemples? Qui me donne des exemples de violation? Il a donné l'exemple de la décision sur la disposition des couleurs sur les documents administratifs. Vous le savez, la Cour a rendu une décision en son temps pour condamner cette disposition des couleurs qui étaient alignées. Mais force est de constater jusqu'à nos jours que sur ces documents-là, le gouvernement n'a pas obéi à cette injonction de la Cour. Nous voyons encore des documents administratifs qui circulent. Nous ne les avons pas ici, mais nous savons et nous voyons. Sinon, cet état de choses a été corrigé, à ce que je sache. Et je suis aussi de l'administration, je suis aussi proche de l'administration et je sais de quoi je parle. C'est vrai qu'à un moment, nous pouvons parler. Vous savez, la Constitution a été violée. Oui, c'est ce que je vous dis. Monsieur le journaliste, là où vous êtes, je voudrais vous poser une question tout de suite. Comme ça, je ne sais pas moi, je ne suis pas dans le rôle de vous poser de questions, mais je vais, même à mon vis-à-vis Cyril, je vais lui demander tout de suite, Cyril, il y a combien d'articles dans la Constitution qu'il ne peut pas me dire? Vous saviez pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas tout maîtriser. Un homme, je dis un homme, un président de la République, fut-il, ne peut pas tout maîtriser. Il peut arriver qu'il se trompe, il peut arriver qu'il méconnaisse. C'est des choses qui arrivent. Mais il ne faudrait pas qu'on récupère cela et qu'on prenne cela déjà pour faire tout un drame et pour faire tout un plan. Non, que le président de la République, bien qu'une institution ait méconnu, par exemple, le fonctionnement d'une loi ou bien d'un principe, ne veut pas déjà dire que, ah oui, on a déjà violé la Constitution avec, de manière, c'est-à-dire de manière flagrante et qu'on ne s'en soucie pas. Non, je suis désolé. C'est vrai, c'est des choses qui arrivent, c'est des hommes. Je dis encore que, aucune humaine n'est parfaite. Vous ne pouvez pas condamner. Vous savez ce qui fait école chez vous? Quoi? Les gens de la rupture? C'est le défi des institutions. Au fait, c'est ça. Vous pensez je vais répondre. Avant que je ne lui laisse la parole, je vais répondre tout de suite. Oui. Laissons Cyril. D'accord. Vous pensez être plus intelligent que tout le monde? Sinon, quand je prends la disposition des couleurs, l'administration existait avant que le président Patrice Talon ne vienne au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce que les autres faisaient? Non, vous leur avez imposé carrément un autre graphisme. Et c'est ça les gens ont commencé par adopter dans les administrations. Tout le monde a commencé par attirer l'attention des dirigeants sur ça, jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle a donné une décision. Mais ça ne s'est pas observé automatiquement. Il y a certains, et je continue de féliciter ces gens de l'administration, qui ont commencé par corriger. Mais on a compris que pendant un bon moment, que ce soit la direction de la communication à la présidence, que ce soit d'autres institutions proches du chef de l'État, on ne continuait pas à utiliser. Que ce soit sur les plateformes numériques et autres, ils ont continué pas à utiliser cela. Quand vous allez même sur certains des sites aujourd'hui, vous allez continuer pas à voir ça. Ça continue. Quand je prends par exemple la nomination d'un autre DG de l'ORTB en temps, qui a remplacé le DG, c'était Akpaki. Stéphane Todome. Oui, Stéphane Todome plutôt. La Cour a rendu une décision. Mais ça ne s'est pas observé. Et la décision disait quoi? Ça ne s'est pas observé. Il y avait une décision de la Cour constitutionnelle qui condamnait la nomination. Et donc, une douzaine de ces décisions-là étaient données dans la première année d'exécution du président Patrice Talon. Mais j'ai compris que vous croyez que la solution, c'était amener votre président de la Cour constitutionnelle à vous. C'était ça. Parce qu'automatiquement, lui, il a pris le pouvoir, il a comment je vais l'expliquer, il est revenu sur plusieurs décisions que l'ancienne Cour avait données.
comme les Béninois aiment respecter la constitution, personne n'a dit mot. On s'est tu. On vous a vu faire. Vous avez continué par faire. Et ça vous a donné des ailes à aller maintenant à l'Assemblée. À chaque fois que vous voudrez faire quelque chose maintenant, vous faites adopter ces lois-là par nos représentants à l'Assemblée. Vous faites voter ces lois-là par nos représentants à l'Assemblée. Chaque fois que le président veut faire quelque chose, et il voit que dans 2 mois, dans 3 mois, je dois agir sur telle chose, paf, on fait des propositions de loi, on envoie, on a une majorité, la majorité vote, et puis ça passe. Et on l'applique. Aujourd'hui, gré à gré est devenu, comment on appelle, un outil de développement au Bénin. Les marchés gré à gré. C'est par les tests. C'est ça je dis, parce que quand on veut le faire, puisqu'ils l'ont fait, plusieurs fois les gens ont commencé par crier. Et donc, il fallait faire, comment on appelle, il y avait une loi là, les PPP, que le président Teodoro avait balayé. C'est revenu après. Et en même temps, on voit des entreprises comme Jean Denul gagner au Conseil des ministres des marchés de 98 milliards et d'autres entreprises en sont suivies. On laisse le port à gérer par décret, on laisse l'aéroport à gérer par décret, ainsi de suite. Parce qu'on se dit qu'on est dans une démocratie et qu'on a la majorité à l'Assemblée et qu'on peut faire tout ce qu'on veut. La majorité, c'est la règle de la démocratie. C'est ce que les autres pensent. Non, mais la majorité, c'est de faire la volonté du peuple. La démocratie, c'est de faire la volonté du peuple. Puisque ce sont les représentants du peuple qui sont à l'Assemblée nationale. Non, puisqu'il n'a pas encore organisé une élection. Vous savez, il y a... Oui. Je vais... Pour Cyril, j'ai envie de répondre à Cyril. La rupture, les mouvanciers, les autorités sous le président Patrice Talon et lui-même ont cette envie-là de défier les institutions de la République. Est-ce que c'est vrai? Avant de répondre à cette question, je vais déjà rectifier quelque chose. Et je crois que nous sommes des intellectuels et les gens nous suivent. Et c'est pourquoi je dis souvent à mes amis d'en face de souvent faire, qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Vous savez, Cyril a dit quelque chose là, et sur laquelle je vais revenir. Et si on ne le fait pas tout de suite, ça va rester de l'intoxication, les gens vont penser ça comme ça. Il a parlé de gré à gré. Il a parlé des fautes de loi à l'Assemblée. Il n'y en a pas eu. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Que le chef de l'État Freestyle. permet les fautes de loi et que les gens votent n'importe comment et qu'on passe même des marchés de 18 milliards en gré à gré. Non, Cyril, je vous relève, c'est faux. Le gré à gré aujourd'hui, ce n'est pas plus de 2 millions. Vous saviez ça? Vous ne savez pas ça. Je vous apprends. Attendez, laissez-moi finir. Lorsque, en matière de passation de marché aujourd'hui, il y a un certain nombre de principes. Et lorsqu'on parle de gré à gré, tout ce qui est marché gré à gré, aujourd'hui ne dépasse pas 2 millions. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour peut-être faciliter ou arranger les petites sociétés. Je ne vois pas une grande société comme Jean Denul dont vous parlez venir postuler pour un marché de 2 millions. Laissez-moi finir, cher ami. Je vous ai laissé finir. Laissez-moi finir. Donc, n'embarrassez pas les gens. Ne mélangez pas tout. Ne mélangeons pas tout. Faisons des débats objectifs. C'est vrai que la loi a permis ça. Nous avions voté des lois pour qu'on puisse passer des marchés. Et quand la loi dit qu'il faut faire ça, pourquoi ça vous peine que les gens le fassent? Non, la loi et je vais revenir. Sur ce que vous dites. Laissez-moi finir, monsieur Taouinou. Je vais revenir pour vous dire ceci. Oui. Vous aviez dit d'entame que le chef de l'État a voulu faire la révision de la Constitution. Et que les députés de l'État... Je voudrais qu'on soit clair sur que sont posés les passations de marché. Mais je viens de vous dire que le gré à gré aujourd'hui, ça ne dépasse pas 2 millions. Ça veut dire quoi? Les décrets. Il n'y a même pas de débat à faire autour de cela. Quand je vous dis que, puisque quand vous parlez, vous dites marché de 48 milliards. Les décrets, c'était quoi? Les décrets, c'était quoi? Donc le gouvernement peut décider, décréter, donner tout le Bénin à une entreprise, c'est ça? Non. Vous savez ce qu'on appelle les appels d'offres?
Vous connaissez ces principes? Non, c'est ça qui s'était Vous passé. connaissez les principes, oui. Vous C'est ça connaissez qui les principes s'était d'appel passé. d'offres. Il y a tellement de principes. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Non. Nous allons Essayez. Monsieur Tawenou, Wilfried, la passation Wilfried, de marché, pardon. la passation de marché, tous ceux qui nous suivent ça dépend. connaissent la vérité. Mais laissez-moi finir, je n'invente rien. Même hier, j'étais avec une dame qui gère les marchés publics, qui prend des marchés dans le marché public. Non, je n'ai pas fini. Nous recentrons le débat parce que vous avez voulu laisser cette question un peu sur la fin des téléspectateurs et à nous tous. Wilfried, Cyril, pardon, a parlé de marché gré à gré. Oui. Vous admettez que dès lors que la loi permet qu'on puisse faire certains arrangements, qu'on doit le faire et que ça ne doit pas choquer. Qu'est-ce que vous mettez dans l'arrangement? Alors, aujourd'hui, est-ce que ce que Cyril dit est juste? Ou bien, qu'est-ce que vous relevez? Ce qu'il dit n'est pas exact. Ce qu'il dit n'est pas exact parce qu'il a parlé de gens de nuls qui auraient pris un marché de 98 milliards. Il a parlé de gré à gré. Je l'ai relevé. Je lui ai dit non, que le gré à gré. C'était quoi? Quel nom vous donnez à cela? Laissez-moi finir. Mais laissez-moi. Je le suis. Monsieur Tawenou, je viens de vous dire qu'en matière de gré à gré, ça ne dépasse pas 2 millions. Vous êtes béninois comme moi. Et vous, quel nom vous donnez à ce qui s'est passé au niveau de gens de nuls? Mais c'est ce que s'est passé au niveau de l'aéroport. Je réponds. Je dis, je vous ai demandé si vous saviez ce qu'on appelle que lorsqu'on parle de passation de marché, il y a plusieurs qu'on appelle canevas. Il y a plusieurs principes de passation. J'ai parlé du gré à gré qui ne dépasse pas 2 millions. Après le gré à gré, il y a un certain nombre de principes. Et quand vous êtes, par exemple, dans un cadre donné et que ça répond à ce critère, on vous classe. Je pense que vous ne maîtrisez pas bien ce sujet. Pourquoi? Et je vous ai parlé d'appel d'offres. Je vous ai parlé, par exemple, monsieur Tawenou, je vous ai parlé, par exemple, d'appel d'offres. Dans l'affaire de gestion du port, il y a eu des concurrents? Et dans l'affaire de gestion du port. Oui. On a donné aux Belges. Vous voyez, vous faites encore, vous mélangez. C'est ce que je vais en vous expliquer. Le port, ce n'est pas un patrimoine d'État. Et qu'est-ce que le gouvernement appelle? Vous ne savez pas ce qu'on appelle concession? Mettre une société en concession? Ça a quoi à voir avec affaire d'offres? Vous parlez de quoi même? Un État? Non, je suis désolé. Vous voyez, c'est l'amalgame que vous faites. C'est l'amalgame que vous faites. Le port est confié. Donc le président peut décider à tout moment. Mais justement. Aller choisir une entreprise et lui confier. Mais oui, cher ami, je vous dis, écoutez. Sans passer par Non, loin de là. On n'est pas. Non. Écoutez. Vous n'êtes manifestement pas d'accord sur la manière dont le président pense monsieur le journaliste, il y a une chose que je vais dire. Il y a une chose que je vais dire à Cyril. Et vous savez... Nous devons avancer. Non, nous devions avancer, mais je vais le dire. Cher ami, vous saviez qu'il y a des secteurs sensibles pour un État, comme l'énergie, comme le secteur de l'eau, comme le port qui est l'économie du pays. Vous ne pensez quand même pas qu'un État responsable. Et le président de la République a la laissez-moi finir. Mais non, vous savez, vous pensez que quoi? Qui vous a dit qu'il n'y a pas eu de mécanisme d'appel avant qu'on ne choisisse cette société? Alors dites-nous comment. Non, mais moi je n'invente rien. Je n'ai pas les éléments pour vous donner. Si vous voulez, on peut refaire ce débat. Mais ce que je sais, vous savez, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la démocratie, nous sommes en train de parler des lois. Vous n'avez pas manifestement les éléments en possession ici. Je n'ai pas les éléments pour m'aventurer sur ce truc. Mais je vous dis, monsieur Tawenou, nous pouvons faire ce débat-là. Nous n'allons pas nous éterniser sur ce débat. Et pour revenir à la question, puisque j'ai vu qu'on a voulu un peu s'écarter là du sujet, pour revenir à la question de la démocratie toujours, je vais vous dire, la loi de la majorité, c'est la démocratie aussi qui l'a prévue. Et dans ce même pays, les députés de la minorité ont bloqué un projet de révision de constitution parce qu'ils se sont estimés dans leur droit d'empêcher la majorité d'avoir révisé cette constitution. En ce moment, ces députés n'ont pas été lynchés. Et on ne leur a pas lancé des pierres. On ne les a pas traités de tous les noms. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsqu'une loi est votée par une majorité, cela vous gêne? Pourquoi ça vous gêne? Ça ne devrait pas vous gêner. C'est la démocratie qui a voulu ça. Vous pouvez ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Travaillez donc pour avoir la majorité et empêcher à ce que la majorité aujourd'hui puisse être majoritaire pour voter les lois. Mais vous ne pouvez pas vous offusquer du fait que des députés, parce qu'ils ont choisi d'accompagner le programme d'action d'un gouvernement, votent pour les projets de ce gouvernement. Ça ne peut pas vous faire mal. Je suis désolé. C'est la loi de la majorité qui le veut. On ne peut pas créer des lois qui vont détruire de plus
La démocratie. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Cyril Wilfried, nous allons avancer. Nous avons parlé ici de la violation. Vous avez été d'accord sur la violation de la décision sur les couleurs, la disposition des couleurs sur les documents administratifs. Vous avez été d'accord. Je n'ai pas dit donc, non. le gouvernement a violé, nous sommes tous d'accord ici, cette décision. Et bien d'autres décisions, il a parlé de Stéphane Todomé en ce temps. Que je n'ai pas sous la oui, main. non, cette décision en son temps, il y avait deux décisions qui avaient été rendues en son temps par la Cour constitutionnelle sur l'ARCEP d'abord, sur la dissolution, la dissolution d'abord de l'ARCEP, des membres de l'ARCEP, la nomination, sinon le limogeage de Stéphane Todomé, la nomination d'un nouveau DG. Mais outre ces violations de la Constitution, il y a aussi ce qu'on appelle, sinon ce que les opposants ont appelé le non-respect des décisions de nos tribunaux. Et pour rappel, le tribunal de première instance de Porto-Novo a, dans la décision numéro 76/PI-PN/2016, rendue le 9 juin 2016, suspendu la tenue du congrès de la Fédération béninoise de football prévu pour le 10 juin. Contre toute attente, ce congrès a été organisé et permis l'élection de la nouvelle équipe de la FBF. L'élection n'est pas passée chez les membres de l'UNAMAB. En ce temps, c'était Michel Adiaka qui était le président de l'association. Dans une tribune très rigoureuse, très dure, très acerbe, publié sur les réseaux sociaux, le président de l'UNAMAB avait dit ceci: le pouvoir exécutif ne peut pas renier la souveraineté de notre État en bafouant royalement les décisions du pouvoir judiciaire à l'effet de vénérer une association sportive. Donc, outre la violation des décisions de la Cour constitutionnelle que vous admettez, il y a aussi la violation des décisions de nos tribunaux. Merci. Est-ce que cela aussi participe au respect des institutions de la République, au respect de la démocratie, selon vous? Et tout ça, c'est de bonne guerre. Moi, je crois que toutes ces qu'on appelle interprétations font aussi. Tout ça, ça participe de la démocratie. Et je ne... La violation non, des je textes, parle des institutions. Je parle des interprétations. Non, là, il n'y a pas d'interprétation. Vous avez, je vais vous dire, c'est ce que je m'en vais vous expliquer. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout, cher ami. Vous saviez, s'il y a un président qui a plus laissé les institutions jouer leur rôle et qui s'est permis de ne pas faire trop d'ingérence, de ne pas trop rentrer dans la gestion des institutions de l'État, c'est l'actuel président de la République. Oui, c'est l'actuel président. Et vous allez voir, aujourd'hui, chaque institution... D'abord, Wilfried, pardonnons, il y a un cas pratique devant nous. Vous venez de me parler d'une décision de justice. Voilà. Je vais vous poser une question, cher ami. Non, les questions en d'autres temps, en d'autres circonstances peut-être. Mais d'abord, vous répondez à nos questions. Je veux bien, voilà. Je n'ai pas la décision. Non, je n'ai pas ça. La décision, elle a été rendue en son temps. Je sais que vous savez. Non, nous avons quitté la Cour constitutionnelle. Nous parlons du tribunal de première instance de Porto-Novo. Et en son temps, le président de l'UNAMAB avait condamné le non-respect de cette décision. C'est ce que je suis en train de dire. Vous saviez, moi, je suis légaliste. Je suis légaliste. Et lorsque je vais vous dire, je vais vous surprendre. C'est ça que je dis aux gens, et puis ils trouvent que je suis peut-être parfois... je suis parfois dur, on dit non, c'est parce que c'est la rupture. Non, ce n'est pas ça, loin de là. Vous avez parlé d'une... Vous avez brandi même une décision de justice. J'ai ri. Vous savez pourquoi j'ai ri? Et une décision arrange que quand ça arrange. Ça arrange que quand ça arrange. Vous savez que il y a des gens qui sont condamnés, qui sont innocents et qu'on a condamnés, et que des décisions de justice ont été prises, ça a été notifié et on les a condamnés. Et plus tard après, on s'est rendu compte des erreurs juridiques ou judiciaires. Vous saviez ça? Alors là... Non, non, monsieur, j'ai toujours la parole. Non, cher ami, vous savez ça? C'est pour vous dire quoi? Une décision de justice que pour certains... Puisque si une décision de justice est comment on appelle, on ne doit pas, on doit la prendre comme ça, comme parole d'évangile. Je ne crois pas qu'il devrait même avoir appel. Lorsque une instance d'un tribunal, par exemple, rend une décision et que des gens estiment que la décision est violée ou elle n'est pas mise elle n'est pas appliquée, il y a d'autres instances pour corriger cet état de choses, à savoir la Cour constitutionnelle, je crois. Que ceux qui estiment que cette décision n'a pas été ou bien été violée ou bien un truc, n'ont qu'à saisir la Cour constitutionnelle. Mais si tel est que dans l'ensemble ou dans son état, cette décision ne peut pas comment on appelle, ça ne peut pas s'imposer
et dans un certain contexte donné, mais ça ne s'imposera pas. Et je vais vous dire, je vais vous rappeler l'une des phrases du challenger de Patrice Talon, le candidat Zissou, qui disait dans une affaire relative à, comment on appelle, à l'histoire de Bénin Rayou, où il disait que l'État peut violer, c'est Zissou qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il dit que l'État même peut violer certaines décisions s'il faut qu'il préserve la souveraineté Cyril de l'État. Oui. Donc c'est pour vous dire que une décision dans un tribunal ne peut pas s'imposer à un gouvernement si elle ne répond pas à un certain nombre de critères. Et puis je vous dis, je viens de vous donner un exemple, et je viens de vous donner un exemple ici, tout de suite, que on peut condamner quelqu'un et ça va s'avérer faux. Et la personne en tout temps est innocente. Je viens de vous le dire. C'est une décision de justice. Et cette décision peut être fausse. C'est pas parce que c'est Adjaka qui critique que c'est déjà une décision. Oui, il faut penser avec comme vous parlez d'évangile. Nous avons compris. Wilfried, non, Cyril, Wilfried a donné sa position. Il a légitimé, je crois, la violation de certaines décisions par le gouvernement parce qu'il peut, ou je me trompe, parce que l'État, dans un contexte donné, peut être amené à violer certaines décisions de justice pour la souveraineté. Tout à fait. Voilà comment Wilfried Padonon explique les violations de certaines décisions rendues par les tribunaux ou par le gouvernement, ce que vous qualifiez comme destruction de la démocratie. Est-ce que ce n'est pas justifié que l'État, pour préserver la souveraineté, puisse aller contre une décision fût-elle d'un tribunal? Je voudrais savoir en quel cadre la souveraineté de l'État est mise en cause et l'État a dû prendre une décision contraire à celle de la justice pour pouvoir sauvegarder la souveraineté de l'État. Non. Je pense que nos amis, ils n'ont qu'à au moins prendre la peine de réfléchir avant de se mettre à défendre tout. Nous sommes tout à fait d'accord que le pouvoir du nouveau départ, de la rupture, aujourd'hui, défie les institutions de la République. Je l'ai dit. Je l'ai dit, il avait dit non. Mais ce qu'il vient de dire, c'était un défi à l'appareil judiciaire. Et ce n'était pas ça seul. Il y a eu plusieurs d'autres. Et je voudrais revenir, par exemple, au niveau de la condamnation. Non, mais d'abord, sur votre réaction sur cette position. Est-ce que vous admettez, parce que, en tant que politicien, je crois que vous aspirez à la conquête du pouvoir d'État. Je pense que quand la souveraineté de l'État est mise en cause, la loi a prévu, la Cour constitutionnelle a prévu. Dans quel cas? Merci. Est-ce l'organisation d'un congrès de la Fédération béninoise de football, si on n'organise pas, l'État aura un problème, c'est ça? Ah, vous croyez? Non, quel problème l'État aura? Vous ne savez pas que la crise, vous connaissez depuis quand ça a perdu cette crise-là de la Fédération? Non. Mais non, arrêtons de faire de... Non. Quel problème l'État aura? Écoutez, à quel problème l'État a? Oui, dites-moi. Attends, qui met de l'argent, qui met de l'argent dans la gestion de la Fédération? Mais quand l'État met de l'argent... L'État n'y met pas de l'argent. C'est l'argent de qui? Ah, mais... C'est l'argent de qui? Bon, l'argent du contribuable. Oui. C'est ça. Et l'État, quel est le devoir de l'État face à l'argent du contribuable? Et l'appareil judiciaire fait quoi? Quel est le devoir de l'État? L'appareil judiciaire fait quoi? Mais l'appareil judiciaire, vous parlez de quel appareil judiciaire? Franchement, vous saviez, je pense que non, celle de Cyril aussi est connue. Je pense que ce n'est pas tout. Je vais vous dire un truc aujourd'hui. Oui, sauvegarde de la souveraineté de l'État. Vos positions sont connues, vos positions sont connues. Donc pour vous, Wilfried Padonon, il peut arriver que l'État, pour vous, viole les décisions de la Cour constitutionnelle et même de nos tribunaux pour sauvegarder les acquis. Pour Cyril, il peut arriver que l'État en arrive à l'extrême là, mais en respectant les mécanismes prévus par la Constitution. Nous allons avancer dans ce débat. Il y a eu aussi ce qu'on a appelé les procès politiques, les exilés et autres qui ont participé, Cyril, à la destruction de l'édifice démocratique, comme vous aimez le dire. Comment est-ce que ce qu'on reprochait aux uns et aux autres, ceux qui ont pris la clé des champs, n'étaient pas des choses avérées? Est-ce que le fait de demander à certains politiques de rendre des comptes aujourd'hui est le fait de pousser des citoyens à l'exil? Normalement, non.
quand on demande, quand un citoyen a eu l'honneur de gérer un patrimoine de l'État, en son temps, il faut faire le point. Il faut accepter le bilan. Il faut l'auditer et comprendre ce qui s'était passé quand il était là. Mais le problème, au niveau du système du nouveau départ, c'est qu'on a tendance à protéger ceux qui sont avec eux et à poursuivre ceux qui ne sont pas avec eux. Donc vous reconnaissez que ceux qui sont poursuivis aujourd'hui ont d'une manière ou d'une autre des choses à se reprocher. Non, je ne reconnais pas qu'ils ont des choses à se reprocher. On laisse c'est un processus. C'est un processus qui doit être suivi. C'est un processus. Et on a compris. Vous savez pourquoi les gens ne font plus confiance à... Et que reprochez-vous à cette poursuite vous savez pourquoi les gens s'exilent sans faire confiance à la justice? Mais c'est ce que nous venons de dire là. Parce que l'État défie les décisions de la justice. Et les citoyens béninois voient que si aujourd'hui, même si la justice dit tu es innocent, l'État peut décider de t'emprisonner. Ça s'est passé. Vous faites pardon. N'est-ce pas raisonnable? Un instant, Cyril. N'est-ce pas raison? Parce que vous-même venez d'admettre, il y a un instant. Ça ne s'entend pas, mais. Un instant, Cyril. Vous venez d'admettre, Wilfried Padonon, il y a quelques instants, que l'État, vous-même, vous venez d'admettre que l'État peut aller contre certaines décisions de nos tribunaux quand il juge dans ce contexte, qu'il est nécessaire de faire ainsi. Et donc, Cyril dit que dès lors que cela devient une règle, que le citoyen, le justiciable peut avoir peur, puisque quand la justice va rendre une décision en sa faveur, le gouvernement peut décider autrement, comme vous l'avez dit, et juger qu'il est impérieux de faire autrement, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que l'État doit faire de l'ingérence dans le judiciaire. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y a des décisions, il y a des situations dans lesquelles l'État se sent obligé de prendre certaines dispositions, de prendre ses responsabilités. Et c'est sans limite. Écoutez, non. Je dis, il y a certaines situations, c'est-à-dire, il n'y a pas de règle sans exception, dit-on. Et c'est de ces exceptions que je parle. Et c'est dans ces cas d'exception. Mais oui, c'est l'État, au-delà de tout, c'est l'État en dernier ressort qui prend cette disposition. Et quand vous dites que l'État, par exemple, dans une décision de justice, ou par exemple, pour la Fédération béninoise, où on a estimé qu'il ne peut pas avoir de, comment on appelle ça, d'AG, et que l'État estime que, bon, pour préserver des acquis et qu'on peut y aller, on est allé. Et ça, si les gens ne sont pas d'accord, la personne, le plaignant, par exemple, dans le cas d'espèce, saisit la Cour constitutionnelle. Là, nous parlons des procès, des poursuites. Et on a vidé ce cas. Maintenant, on est en train de parler des poursuites. Vous saviez, je vais décevoir mon ami. Qu'est-ce que vous mettez dans exilé? D'abord, l'expression, le terme exilé politique, là, c'est quoi? Un exilé politique, c'est vous qui en parlez. L'exilé politique, ce n'est pas quelqu'un qui a maillé avec la justice. Ce n'est pas quelqu'un qui a des choses à se reprocher, à qui on envoie une convocation. Mais que les gens arrêtent de nous distraire. Je vais vous surprendre. Pour moi, on peut interpréter ça comme ça. On peut vouloir toujours se retrouver dans une poursuite d'opposants, dire que oui, on est en train de faire chasser aux sorciers. Lorsque vous parlez de dossier de Métoyon, mais quand j'entends des Béninois raisonner comme ça, moi, ça me fait mal. Métoyon, cadre des finances. Je dis bien cadre des finances, président d'administration d'une institution d'État, va prendre des milliards des pauvres, et comment on appelle, contribuables béninois, cotisation des pauvres contribuables, qui va, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Vous ne maîtrisez rien. C'est vous plutôt qui ne maîtrisez pas. Et puis, laissez-moi finir, cher ami. Et il va placer, il va prendre l'argent. Je dis, Métoyon en tant que président d'administration, il prend l'argent des Béninois qui va placer dans une institution bancaire en faillite, en position de faillite. Et quelques années ou bien quelques temps après, cette banque-là tombe en faillite ou bien rentre en faillite et on lui dit, Métoyon, venez répondre de cela. Et les gens trouvent que c'est une chasse aux politiciens. Comment on peut raisonner comme ça? Et puis lorsqu'on prend par exemple, lorsqu'on me parle des îlets politiques, mais M. Jonathan quitte Cotonou pour Paris. Entre-temps, M. Jonathan a pris des documents
officiels, des documents administratifs qu'il a balancés sur les réseaux sociaux. Ce qui est interdit, il y a une loi qui interdit ça. Et celui qui a fait ça là, ce dernier par exemple est en prison. Et on envoie une convocation à Jonathan et on dit, monsieur le député, venez répondre de votre acte. Et Jonathan prend la clé des champs, va s'installer à Paris et de Paris dit qu'il est opposant. Léon Zungbadji, un gars comme ça. Ce n'est pas à Paris que Jonathan a proclamé son opposition à la gouvernance. Non, je parle d'exil. On me parle d'exil là. Aujourd'hui, quand on parle d'exil, Jonathan est où? Il est à Paris et on dit qu'il est exilé. On le met dans le lot d'exilés, on le gars une convocation à laquelle il n'a pas répondu au pays. Non, qu'on arrête de nous distraire. Et puis on prend par exemple Léon Zungbadji, un gars qui se lève lui-même un matin, qui a une affaire avec la justice, une affaire de... Je ne veux même pas rentrer dans ces détails parce que c'est comme si je suis en train de le mettre à nu, non. Mais il se lève, il fuit, il va à Paris, il va se cacher à Paris, il reste à Paris, il écrit, il dit oui, qu'il est exilé politique. Et c'est de ça. Écoutez, chers amis, et c'est ça vous demandez. Et vous venez même sur les plateaux dire que oui, talons contre les gens à l'exil. Non, soyons sérieux. Dites-moi, donnez-moi un seul exemple de personne qui n'a pas maillé avec la justice, qui n'a rien à se reprocher, à qui le gouvernement ou bien le pouvoir ou bien envoyer des gens pour l'attraper et il a pris la clé des champs. Il n'y en a pas. Tous ceux que vous voyez là, ils ont quelque chose à se reprocher. Soit on leur a notifié une convocation et ils ont pris la clé des champs. Et on ne met pas d'exilés politiques. C'est ça l'exilé là. C'est pas ça un exilé. Un exilé, il fait... Non, quand même. Vous allez avoir la réponse de Cyril. Franchement, il est en train de m'embrouiller. Parce qu'au fait, je pense que il faut reconnaître que l'État que vous représentez aujourd'hui en tant que mouvancier. D'accord. Vous faites des erreurs graves qui portent atteinte à la démocratie de notre pays. Et parlant des procès faits aux exilés politiques et aux hommes politiques, quand je prends par exemple l'affaire du président Sébastien Germain-Adjavon, cette affaire qui a été déjà évacuée au tribunal de première instance de Cotonou. Et parce que vous pensez que il ne faut pas faire confiance à la justice. Vous avez fait créer une autre cour de répression. C'est ça. Et vous ramenez le même dossier qui a été dit. Et je suis en train de constater que c'est ce seul dossier, parce qu'il y a eu d'autres dossiers avant le dossier de Sébastien, on n'a pas été chercher. Le dossier d'empoisonnement. Continuons sur votre dossier. On n'a pas été chercher cela. Cyril Torrenou. Mais on est allé chercher le dossier de Sébastien Adjavon qu'on a ramené à la Criette. Et on a demandé à la Criette de décider. Le monsieur a envoyé ses avocats. On dit on ne veut pas recevoir les avocats. On a vu comment ça s'est passé. Jusqu'à donner 20 ans d'emprisonnement ferme à Sébastien Adjavon. Il y a une cour africaine des droits de l'homme qui a pris une décision, qui vous l'avait notifié en temps. Ça n'a pas été respecté. Malgré que le dossier est en cassation, aujourd'hui on dit, parce que le monsieur a des problèmes avec la justice béninoise, qu'il est président d'honneur d'un parti politique qui ne peut pas passer. Et pendant ce moment, le monsieur détient un casier judiciaire vierge. Et il trouve des arguments pour emballer tout ça. Il trouve des emballages pour embellir tout ça. Je laisse ce côté. Je prends le dossier de Atao. Je ne voudrais pas aller au fond, mais je voudrais rester déjà sur la forme de comment ce dossier a été traité. La manière dont ce monsieur s'est retrouvé à l'hôpital, la manière dont, malgré qu'il soit député, malgré qu'un juge d'instruction lui a notifié qu'on ne pouvait pas le poursuivre, qu'on ne pouvait pas l'arrêter plus tôt,
vous l'avez arrêté, vous l'avez mis en prison. Il a fallu que son parti décide de soutenir la rupture pour qu'aujourd'hui, qu'on dise qu'il est allé en évacuation sanitaire. C'est ce que vous dites. Moi, je ne sais pas. Ah, vous avez dit, il a fallu. On a constaté. C'est ce que vous affirmez. C'est ce que nous avons constaté. Et Et c'est ça qui se passe dans ce pays où on veut parler de la démocratie sous Patrice Talon. Vous savez, ils n'ont pas encore organisé une seule élection. Et voilà là où nous en sommes. Ils n'ont pas encore organisé une élection. Parce que la démocratie, c'est les élections. Et le peuple béninois étant un peu pacifique, vous les blessez, ils attendent. Ils accumulent. Jusqu'au vote, ils vont régler votre compte dans les isoloirs. C'est comme ça le peuple béninois agit. Nous y en sommes aujourd'hui. Je sais que vous allez en venir tout à l'heure. Mais on bloque ce peuple de décider. On bloque au peuple de faire un choix. Et on oppose à ce peuple un choix unique. Et ces gens-là osent nous parler de la démocratie. C'est pourquoi, à l'entame de cette émission, j'ai compris pourquoi ils faisaient une confusion entre la démocratie et l'autoritarisme qu'ils sont en train de faire. Non, c'est ça. Parce que à l'entame, vous allez voir que pour lui, la démocratie, non, ce n'est pas la démocratie qui allait nous permettre d'évoluer. Tout. Il voulait faire le bilan sur ce point. J'ai compris que pour eux, c'est un autre système qu'il faut installer coûte-que-coûte. Vous avez compris, Wilfried, pardonne-nous. Oui. Le procès à Diavon où les avocats du candidat, sinon de celui qui est arrivé troisième en première position à l'élection présidentielle, ces avocats n'ont pas été écoutés. La condamnation est tombée. Il a parlé d'autres cas. À Tao Renro, en son temps, son immunité n'était pas levée, mais il a été arrêté. Il y a d'autres cas, vous avez parlé du cas Mentoyon. Mais pour tous ces cas-là, on a constaté que la règle était la privation de la liberté. Alors même que l'ancien ministre et avocat du président Patrice Talon, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, quand il était dans l'opposition face à Boni Yahi, martelait que la privation de la liberté devait être l'exception. Mais nous constatons que sous ce régime, directement, alors bien même que Maître Yon Laurent offre les garanties pour rester en liberté provisoire, que Sébastien Diavon donnait ses garanties et que Atao Renro donnait ses garanties, nous avons privilégié, sinon les instances ont privilégié la peine privative de liberté. Est-ce que cela n'en rajoute pas un peu au moulin de ces opposants qui dressent un tableau bien négatif de la démocratie sous Patrice Talon? J'ai dit à un moment que ce régime est le régime qui s'implique moins dans la gestion des autres... Bon, je parle de l'exécutif, hein, dans la gestion des autres institutions. Et c'est le régime qui donne les moyens à toutes les institutions de contre-pouvoir d'exercer leur rôle, de jouer leur rôle sans pression et sans ingérence. On peut ne pas être d'accord, on peut être contre, mais c'est la vérité. C'est ça la vérité. Mon vis-à-vis a parlé de certains cas. Il a parlé de... Je n'ai pas voulu revenir sur le cas de Adiavon parce que il y a une décision de justice. Il a été condamné. Je n'invente rien. Et donc aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Adiavon est condamné, donc c'est un dossier qui est vidé. Mais sur ce dossier, il revenait sur la forme, le processus ayant vous saviez, on a toujours ces avocats. Selon vous, est-ce que c'est normal que dans un procès, on ne puisse pas entendre la partie adverse? Aviez-vous déjà vu un voleur dire « je suis voleur » Un voleur crie toujours « je suis innocent ». C'est la justice qui fait son travail. Ne pas écouter. Non. L'accusé est prononcé la sentence. Écoutez, que les avocats, même que Adiavon ait amené les acquittateurs, les avocats de l'extérieur, qu'ils aient formé un truc d'avocat, ne peut pas l'extraire ou bien ne peut pas l'innocenter s'il n'est pas innocent. Là n'est pas le débat. On dit le débat qui se fait
Pourquoi on juge Adjavon? Qu'est-ce qu'on lui repose? Il est condamné pourquoi? On parle de trafic de drogue. À ce jour, qui peut me dire aujourd'hui? Vous saviez que... Non, le débat que nous faisons ici, ce n'est pas cela. Ah, bon, dites-moi, quel est le débat? Cyril vous a interpellé sur un fait. Mais je suis en train de répondre. Ces avocats, trouvez-vous simplement, avec précision considérable, c'est la preuve qui se gère qu'on n'écoute dans la décision de justice. Qu'on n'écoute pas les avocats d'un accusé. Écoutez, avant de rendre la décision. Qu'est-ce que vous en savez, chers amis journalistes, quand vous dites qu'on n'écoute pas les avocats? Ne dites pas de ces, ne faites pas ces affirmations. Non, est-ce que vous étiez au procès? Mais le reporter vous étiez. Et on a empêché les avocats de Adjavon de rentrer? Les avocats de Adjavon ne faisaient pas des points de presse? Vous les avez... On ne les a pas laissés rentrer? Non, mais qu'est-ce que vous... Mais non, écoutez, quand même, arrêtons. Écoutez, on les a écoutés. Et je vais revenir sur ça. Pour ce que je sais, je crois qu'on a demandé aux avocats d'Adjavon, parce que les avocats sont venus représentants d'Adjavon. Et le procureur a demandé la présence d'Adjavon était sa présence était exigée. Justement, on a exigé sa présence et on ne l'a pas vu. Et les avocats voulaient parler, le procureur, je crois, a dit... Nous voulons le concéder même. On n'a pas affaire à vous. Il faut représenter quelqu'un pour devant quelqu'un qui soit là. Le gars n'est pas là. Vous pensez que c'est normal? Dites-moi, vous savez ce qu'on appelle jugement par contumace. Vous savez arrêtez Cyril. Arrêtez, monsieur Taouenou. Nous allons nous calmer. Vous savez ce qu'on appelle jugement par contumace? Monsieur Wilfried. Laissez-moi vous dire. Vous savez ce qu'on appelle jugement par contumace? Un jugement par contumace, c'est un jugement où la personne n'est pas là, on le juge. Vous savez qu'avant Adjavon, des gens ont été jugés n'étant pas là. Et on les a condamnés. Vous savez ça? Ça a toujours été fait ainsi. C'est la loi. C'est la loi. On ne dit rien. Et leurs avocats ne disent rien. Mais écoutez, vous voulez que... Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc aujourd'hui. Je vais vous surprendre. Vous connaissez bien le système. Vous connaissez le fonctionnement des tribunaux. Dans le fond du sujet. C'est l'avocat qui décide. C'est l'avocat qui décide de la condamnation. Je crois que nous passons... Je crois que nous contournons le sujet. On ne passe à côté. C'est mon ami qui ne veut pas comment. Je crois que nous contournons le sujet sans vraiment en parler. C'est un avocat qui décide. C'est un avocat qui décide de la sentence d'un jugement. C'est un avocat qui décide de la condamnation. Il va défendre, son rôle est de défendre, mais son rôle n'est pas de dire ce que le juge doit faire. C'est le juge seul qui a le droit de décider si tel est condamné ou pas, ou lâcher. L'avocat peut dire tout. Le juge dit ce que vous dites, ça n'a pas d'importance. Oui, Cyril. Oui, Cyril, je crois que vous comprenez. Vous savez déjà la décision. Loin de là. Cyril Torboué. Oui, pardon. Je pense que le peuple a le temps. Oui, pardon. Je crois que vous comprenez parfaitement sans vouloir entrer dans les détails. Je comprends Cyril. S'il veut m'amener sur un terrain glissant pour me faire dire ce que je ne veux pas dire. Cyril, ce que je vous dis, c'est ceci. C'est un juge qui décide de la condamnation et non un avocat. Donc, dès cet instant, un avocat vient pour... Est-ce que l'avocat vient représenter? L'avocat dit, et on dit à un avocat. Oui ou non? Est-ce qu'un accusé a le droit de... Non, justement, mais ça dépend. On peut avoir des conditions où on exige la présence de l'accusé. C'est vous qui... Et puis on exige. Adjavon n'est pas là. L'avocat va dire quoi? Il n'est pas là, l'avocat va dire quoi? Je crois que les faits sont sacrés. Excusez-moi, les faits sont sacrés. Nous avons été témoins de ce procès. Oui. Vous avez été témoins? Les partisans de Sébastien Adjavon y étaient. Nous, en tant que médias, nos reporters. Et nous aussi, en tant que membres de la mouvance. En tant que membres de la mouvance, vous y étiez aussi. Vous savez donc que les avocats de Sébastien Adjavon n'ont pas pu le défendre et que la présence de l'individu a été exigée. Non, cher ami, quand vous dites ça comme ça, ce n'est pas exact. Parce que quand vous dites que les avocats n'ont pas voulu, on a dit aux avocats, dans ce contexte, Adjavon doit être présent. Mais laissez-moi finir. Vous n'êtes pas on a exigé que le gars soit là. Le gars a fui, il a fui. Il est parti, il n'est pas venu répondre de la convocation. Les avocats vont savoir que toujours selon les tests et le code pénal, si je m'abuse, le nouveau qui a été voté, les avocats ont avancé des articles qui leur permettaient de représenter. Et qu'est-ce qui vous dit que ces articles-là, il y a des confrontations. Vous avez vu la dernière, le président de la République a pris les tests de la République et défendait les institutions
constitution nous nous allons avancer lui qui avait sur ce proposé sujet parce que les positions, chacun est resté dans ses positions. Sur ce dossier, calmez-vous. Ce que je vous dis est simple. Respectons les droits que nous-mêmes nous sommes imposés dans le pays. Nous allons avancer. On dit, nous allons avancer. La peur du gendarme est le début de la sagesse. Ayons peur de nos lois et vous allez voir que nous allons avancer. Cyril, nous allons avancer. Sur ce dossier, je crois que les positions sont figées. Je crois des articles ont été cités pour dire en son temps que Adjavan Sébastien avait le droit d'être représenté par ses avocats. Il y a eu des contre-arguments de la part du procureur. Et je crois que chaque position, chacun reste dans sa position. Et puis, pourquoi de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme est-ce que voilà encore une erreur grave. D'abord, il y a tellement de juristes. Il y a 11 millions de juristes au Bénin. Ce dossier, vous voulez pas la Cour africaine des droits de l'homme. Monsieur Pardon, vous vous en foutez. Monsieur Pardon, nous laissons ce dossier. Ça fait un peu désordre. Non, le Bénin est quand même un pays autonome. Le Bénin est quand même un pays démocratique. Et que ce n'est pas une cour de l'extérieur qui viendra nous imposer. Nous avions ratifié à des accords avec ces pays-là. Je ne veux pas dire qu'ils vont faire une ingérence. Je suis désolé. Non, ne permettez pas à ces gens de venir foutre et de venir mettre à terre ou bien l'importance des actes. Monsieur Pardon, ça fait un peu. C'est vous qui allez à l'extérieur pour aller raconter des idioties. Sinon, les gens de l'extérieur ne viendront pas venir mettre la bouche dans s'il vous plaît, nous allons avancer. Nous allons avancer. Parmi les griefs cités par l'opposition, que l'opposition a contre la mouvance, il y a eu cette fameuse crise dans la mairie, destitution, révocation. Vous n'êtes pas sans savoir, nous allons prendre les cas de 3 grandes villes, Cotonou, Léadi Soglo, qui était un opposant à Patrice Talon. Il y a le cas de Séverin Adjovi, en son temps dans la position aussi, il n'était pas trop promouvance. Il y a aussi le cas de Souradio à Parakou. Et il a été constaté que toute cette destitution et révocation était dans le camp de ces maires qui ne soutenaient pas les actions du gouvernement, qui n'avaient pas la vision du chef de l'État. Est-ce que cela ne fait pas dire aussi aux opposants que la démocratie est mise à mal au pays? Monsieur Pardon. Lorsqu'on dit ça, je trouve que ce n'est pas exact. Parce que lorsqu'on vient me dire que des maires ont été destitués parce qu'ils ne sont pas dans le camp du chef de l'État, je dis que ce n'est pas vrai. Le chef de l'État, quand il est venu, il n'a pas encore organisé des élections pour qu'on dise qu'il y a des partis qui sont avec lui ou il y en a qui ne sont pas avec lui. Mais non, monsieur Pardon, vous n'êtes pas sans savoir. Non, il y a des maires qui ont déclaré. C'est pas parce que, voilà, ça c'est autre chose. Donc on ne peut pas me dire que déclaré être de l'opposition. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, laissez-moi finir. Vous saviez, ce n'est pas parce que certains maires ont fait des déclarations, ils ne sont pas d'accord. Il y a des maires quand même qui ont déclaré, qui soutiennent le chef de l'État et qui ont connu aussi des tentatives de destitution. Comme par exemple, je prends le maire qu'on appelle Alada. Il a connu des tentatives, ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas atteint le quorum. Il y a certains pays où ils n'ont pas atteint le quorum. Mais ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Mais si pour les autres ont marché, c'est que bon, ça devait marcher. Je suis désolé. Il va parler encore de l'opposition. La démocratie que ce pouvoir avait fait quand ils étaient là. Au fait, quand ils sont venus, ils n'avaient pas beaucoup de soutien. Il fallait mettre la main sur de grandes villes. Automatiquement, ils ont décidé de destituer certains. C'est ça qui a été le processus que vous avez suivi. C'est ça. La décision. Je ne sais pas par quel mécanisme. Le président, le maire de Parakou est devenu maire alors qu'il était conseiller de la minorité. En même temps, il est devenu maire. Léadi a quitté avec... il a été révoqué. Il a été révoqué, oui, c'est ça. Et la loi a prévu ça. La loi a prévu ça. La loi, il faut lire les textes. Non, ce n'est pas lisez les textes. On sait dans la révocation a été révoqué. Voilà, vous avez toujours quelque chose à dire. Non. Vous avez toujours quelque chose à dire, cher ami. Le préfet qui a fait ça aujourd'hui, il est où? Ok. Bon, le préfet n'est pas déclaré. Voilà, c'est pour vous dire. Vous parlez d'emprisonnement. C'est parler d'emprisonnement. Vous voulez faire enterrer d'autres dossiers? Il est parti là-bas. Non, pas l'affiliation gratuite. Non, pas l'affiliation gratuite. C'est l'affiliation gratuite. C'est l'affiliation gratuite. Dernier point, et c'est le point. Aujourd'hui, il y a des mairies où il n'y a pas de maire.
Les mairies sont dirigées par les premiers adjoints comme intérimaires. Cotonou. Et on refuse de faire les élections. Quand je prends la mairie d'Aplakoye, quand je prends la mairie de Cotonou, Monsieur Tawenou, est-ce que vous reconnaissez que nos mairies ont été souvent mal gérées? Vous savez ça au moins? Ou bien les mairies n'ont pas les mairies ont été mal gérées, c'est oui pourquoi ou non? vous, il faut que vous Monsieur, pardonnez-moi, monsieur Tawenou. Dernier du point. pays. Dernier point. Ah, Dernier on point. avait sorti un maître du pays. Monsieur, C'est vous qui l'avez pas sorti du pays? Monsieur, Oui, non. pardonnez-moi. Vous les avez Nous terminons. obligés. Nous allons quitter le pays, non? Nous allons à la fin. Nous allons à la fin de ce Oui. débat. Oui. Le dernier cas qui suscite beaucoup de polémiques et qui vous fait dire que Patrice Talon, la rupture sonne le glas de la démocratie aujourd'hui, c'est les élections législatives, les 8e que le gouvernement Talon organise où, in fine, après dépôt des dossiers et autres, on constate que seuls 2 partis d'opposition, 2 partis de la mouvance. 2 blocs. 2 blocs de la mouvance. 2 partis. Oui, bon, ce sont des partis politiques parce que les alliances sont refusées par des alliances de partis, s'il vous plaît. Électorales. Non, voilà. Pas des alliances. Le Oui. code électoral interdit les alliances. Okay. Ce sont, dans la réforme du système partisan, des partis qui ont renoncé à leur C'est une identité, fusion qui se sont d'un fusionnés. certain nombre de partis. Voilà. Mais ce n'est pas un parti. Ce n'est pas un parti. Non. Monsieur Wilfried, parti pardon. aujourd'hui. Laissez-moi. Quand vous parlez comme ça, vous allez embrouiller les téléspectateurs. Non. Le bloc républicain est un parti. Laissez-moi aller au bout. Un gros parti. Laissez Un gros parti. D'accord. Qui préfère parler de gros partis? D'accord, si vous le voulez. Le bloc républicain, donc, Oui. 2 gros partis. Voilà. 2 gros, énormes. Ont été retenus. Seuls 2 gros partis de la mouvance oui. ont été retenus pour ces courses aux législatives. Oui. Les partis de l'opposition et d'autres partis ont été recalés. Donc, les tractations sont en cours pour des élections inclusives. Mais si dans l'État, elles n'aboutissaient pas, nous irons aux élections avec 2 partis de la mouvance. Cela vous fait dire que c'est la fin de la démocratie au Bénin. Pourquoi? Oui, au fait, il faut En que quelques tout mots. le bilan que nous avons fait jusque-là, nous sommes aujourd'hui à la veille des élections législatives et c'est ce qui se passe. C'est dommage. C'est dommage de voir quelqu'un qui, en venant au pouvoir, s'est autoproclamé compétiteur né, qu'aujourd'hui où il faille compétir, on refuse de se faire challenger par d'autres. On a créé 2 partis. Eux-mêmes, ils se plaisent à dire que c'est des jumeaux de la mouvance qui ont un seul père et que l'aîné serait le bloc républicain et puis selon les dits du président Moussou. Allons-y. Oui. Et aujourd'hui, ils ont fait des acrobaties au niveau de l'Assemblée pour voter des lois qu'on a tout le temps dénoncées au niveau de la Cour constitutionnelle. Et au niveau du gouvernement, ils ont fait toutes les acrobaties possibles pour pouvoir bloquer les partis de l'opposition. Des élections, aujourd'hui, des élections sans l'opposition, vous croyez ils veulent aller aux qu'on élections pourra? sans l'opposition. Mais on leur dit non, il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans l'opposition. Vous menacez, mais... Non. Ce n'est pas une menace, mais c'est une assurance. Nous voulons rassurer le peuple béninois et nous rassurons le président Patrice Talon qui aussi s'est ravisé il y a 1 à 2 semaines pour dire qu'il ne faut pas y aller aux élections inclusives. Nous voudrions dire à ces acteurs et ces députés-là qui sont venus parce qu'ils avaient des soucis, ils sont venus soutenir le président de la République et savent que ce qui se passe aujourd'hui, s'ils vont sur le terrain, ne peut pas se faire élire. Ils sont en train de faire tout possible pour confisquer la démocratie de notre pays. Nous n'allons pas leur accepter cela. Merci. On ira aux vous élections. Pardon. Oui. Sur ce point. Pour tous les partis politiques. En 2 mots. Sur ce point, je vais dire ceci. Vous savez, on ne peut pas forcer les gens à compétir. On ne peut pas forcer les gens à aller à une élection. Et une élection, c'est tout un mécanisme. C'est tout un mécanisme. On a demandé aux gens de déposer des dossiers. C'est comme, je fais souvent une allégorie. Je prends le truc de l'élève qui va à un examen, à qui on dit, tu as un examen en juin et qu'il faut déposer déjà ton dossier 3 mois avant, qui passe son temps à se promener, à rater les coups. Laissez-moi finir, monsieur Tawenou, j'ai la parole, laissez-moi finir. Non, j'ai la parole. Qui passe son temps à faire école buissonnière et qui ne vient pas, quand les autres étaient en train de prendre les coups, lui se promenait, il ne venait pas au cours. Et au jour du dépôt du dossier, il se rend compte par exemple qu'il n'a pas date de naissance à jour, qu'il n'a pas telle chose à jour.
Et il s'en prend maintenant aux autres qui ont travaillé, qui ont passé leur temps à rassembler pièce par pièce pour déposer et aller aux élèves, et aller à un examen. Et il commence pas à tempêter pour dire non, on veut m'empêcher d'aller aux examens, on veut m'empêcher d'aller aux examens. Qui vous empêche d'aller aux examens? Vous savez que le... Laissez-moi finir, je veux finir. Mais vous faites pardon, non? Vous l'aidez. Non, mais non. Non, mais je ne vais pas vous laisser dire la vérité. Mais non, vous n'avez pas la parole, monsieur Torpoinou. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Maintenant, lorsque vous me dites que, puisque c'est la Sénat, quel est l'organe ou bien quelle est l'institution qui est chargée nous avons compris, monsieur C'est la Sénat. C'est la Sénat. Quand vous me parlez d'opposition, il n'y a pas de partis d'opposition. Il n'y a pas d'autres partis. Il n'y a pas eu d'autres partis d'opposition. Par exemple, le parti de... que vous avez fait créer là. Répondez. Que vous avez fait créer? Non. Ah, comment vous pouvez dire des trucs comme ça? Vous avez la preuve de ce que vous avez fait? Depuis quand? Vous pouvez pas dire des trucs comme ça. Il y a le PRD aujourd'hui, laissez-moi parler. A dit quelque chose contre le Monsieur, pardon, monsieur Cyril. Nous allons en venir au mot de fin. Le PRD n'est pas la mouvance. Toujours est-il que le PRD n'a pas été retenu. Il y a deux. Le PRD l'a eu. Il a été écarté. Donc vous êtes d'accord qu'il a été écarté. Mais la Sénat est... Non. Je suis désolé. Vous avez souvent traversé la propos des Monsieur, pardonnez-nous. Nous allons nous calmer. Monsieur Cyril Torpoinou. Je suis désolé. Vous avez dit qu'il a été écarté. Monsieur, pardonnez. Et c'est ce que nous dénonçons. Monsieur Torpoinou. Écarté tous les partis. Monsieur, pardonnez. Nous allons nous calmer. Nous sommes à la fin. Nous sommes. Je vous dis ceci. Le PRD. Monsieur, pardonnez. À un moment, on a estimé que le PRD ne remplissait pas certaines conditions. Et lui aussi, il a été. Monsieur, pardonnez. Aujourd'hui. Comment ça s'appelle? Monsieur, pardonne. Monsieur, pardonne. Vous, aujourd'hui. Madame Prudencio. Non, laissez-moi finir. Lorsque vous prenez le parti de Madame Prudencio. Madame Prudencio n'est pas avec le gouvernement. Elle n'est pas avec le gouvernement. Pourtant, on a estimé qu'il y a des choses qu'on lui reproche. Mais pourtant, on l'a sorti aussi du gouvernement. La Sénat dit pourquoi qu'il y a des fautes légères, des fautes mineures. Et puis, les deux partis. Pour finir, vous êtes le seul parti de l'opposition qui soit allé déposer son dossier. Les autres partis, comme FCDR, ne sont pas allés. Mais vous leur avez donné des Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, monsieur Pardon, Cyril Torpoinou. Votre mot de la fin. L'opposition ne se fait pas comme ça. Monsieur, puisque nous sommes à vous, monsieur Pardon, nous allons prendre votre mot de la fin sur le bilan de la démocratie sous Patrice Talon. Le bilan, en quelques mots, nous sommes à la fin. Ce que je dis. Votre mot de la fin. Oui, je vais y arriver. Moi, je crois que c'est vrai que on ne peut pas s'apprécier. On laisse les autres vous apprécier. Mais je crois quand même que c'est acceptable, vu tout ce qu'on a connu et pour avoir été témoin de l'histoire politique de ce pays, en tant que jeune, je peux dire que nous sommes sur la bonne voie et que notre démocratie est en train de faire son éclosion, est en train de faire ses preuves et que tout ce qui a corrigé, on va le corriger et qu'il faut l'éprouver pour savoir ce qu'il faut corriger. Donc, mais merci, monsieur Pardon. je n'ai pas vu. Et pour dire un dernier mot, pour dire que la loi de la majorité fait partie aussi de la démocratie. Que nos amis opposants acceptent aussi, même si ça leur fait mal, qu'ils acceptent aussi que la mouvance ou bien la majorité aussi Monsieur Torpoinou, passe son message. Quel bilan faites-vous de la démocratie sous Patrice Talon à mi-parcours? Vous savez, il y a Albert Camus qui disait que la démocratie, ce n'est pas seulement la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Et je voudrais dire, sous ce régime de Patrice Talon, on n'a pas assisté à une démocratie. On a assisté à un système propre à ce régime. Celui de gouverner par la peur, par l'intimidation, et celui d'imposer ce qu'on veut. Et aujourd'hui, quand nous faisons le bilan, tout le peuple est au témoin.
Nous sommes en train d'aller vers la dictature pure. Bon, merci, monsieur Cyril Torpenou, chers amis téléspectateurs. Merci, monsieur Wilfried Padonou, Cyril Torpenou, d'avoir répondu à nos invitations pour débattre sur ce plateau aujourd'hui de la démocratie à l'ère de la rupture. Quel bilan? Vous l'avez suffisamment martelé, vous, Wilfried Padonou, représentant du Bloc républicain. La démocratie sous Patrice Talon, elle est en marche, elle est sur la bonne voie et il faut garder espoir. Quant à votre vis-à-vis, Cyril Torpenou, il a fait son bilan. La démocratie n'est pas seulement la loi de la majorité, mais c'est aussi la protection de la minorité. C'est ce que nous retenons, chers amis téléspectateurs, de ce débat qui a été très vif, vous le concevez. Merci de votre fidélité à votre émission Fait Croiser. Rendez-vous pour le prochain numéro. Regarde là.